Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de 10 épisodes de podcast, Les pros savent, dédié à un sujet très important si vous souhaitez lancer un projet entrepreneurial. Vous l'avez compris, nous allons parler de création d'entreprise. Et dans les 10 épisodes de cette série, produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre les bases avant de vous lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Je suis Grégoire Charroyer, expert en création d'entreprise et depuis 12 ans, j'accompagne des porteurs de projets à lancer leur activité. Mon objectif ? Vous faire partir du bon pied pour pérenniser votre projet. Pour ce deuxième épisode, on va parler d'un sujet absolument central quand on se lance. Comment choisir le bon statut juridique entre la micro-entreprise, la SARL ou l'EURL selon le nombre d'associés, ou la SAS et la SASU. Pourquoi est-ce si important ? Parce que ce choix va influencer 3 grands piliers de la vie du dirigeant. Votre fiscalité, c'est-à-dire la façon dont vos bénéfices sont imposés, votre protection sociale, incluant la santé, la retraite, et la souplesse de gestion de votre entreprise. Dans cet épisode, je vais vous donner une grille de lecture très pratique afin de faire le bon choix et surtout de comprendre là où vous allez. Quand la micro-entreprise est pertinente pour tester une activité, quand la SARL permet d'optimiser votre rémunération grâce au statut de travailleur non salarié, et dans quel cas la SAS est intéressante pour bénéficier de sa flexibilité et du statut d'assimilé salarié. Alors d'abord, pourquoi le statut est un choix stratégique ? On imagine souvent le statut comme une formalité administrative à cocher dans un formulaire. En réalité, c'est un choix stratégique qui va conditionner votre vie d'entrepreneur pendant plusieurs années. Concrètement, selon que vous êtes micro-entrepreneur, gérant de SARL ou président de SAS, vous n'aurez pas le même niveau de cotisation sociale et d'impôt, le même niveau de protection en cas de maladie ou pour votre retraite, ni les mêmes obligations de gestion de votre future entreprise. On va donc passer en revue les 3 grands formats les plus utilisés, la micro-entreprise, la SARL et la SAS, ou l'EURL et la SASU si vous êtes seul associé, avec à chaque fois une idée simple. Pour qui ce statut est adapté ? Quels sont ses avantages, ses limites et un exemple concret ? Allez, commençons par la micro-entreprise, qu'on appelle aussi souvent auto-entreprise. Juridiquement, une micro-entreprise est une entreprise individuelle qui bénéficie d'un régime fiscal et social simplifié. Vous exercez en votre nom propre et vous relevez du régime micro-social et micro-fiscal. Les plafonds de chiffre d'affaires en 2026 sont les suivants. Pour les activités de vente de marchandises ou d'hébergement, le plafond est de 188 700 €. Pour les prestations de services commerciales, artisanales ou les activités libérales, le plafond est de 77 700 €. Tant que vous restez sous ces plafonds, vous pouvez conserver le régime de la micro-entreprise. En cas de dépassement sur 2 années de suite, vous basculez dans un régime réel, plus classique. Côté fiscalité, le calcul de votre impôt se fait sur votre chiffre d'affaires avec un abattement forfaitaire pour vos charges. 71% d'abattement pour les activités d'achat-revente, 50% d'abattement pour les prestations de services commerciales ou artisanales, et 34% d'abattement pour les activités libérales. Côté protection sociale, la micro-entreprise relève du micro-social. Vous payez des cotisations en pourcentage de votre chiffre d'affaires encaissé. Point important, si votre chiffre d'affaires est égal à 0, vous ne payez pas de cotisation sociale, sauf si vous avez volontairement choisi de cotiser au minimum pour maintenir certaines garanties. Les taux de cotisation s'élèvent à environ 13% pour de la vente de marchandises et d'hébergement, 22% pour des prestations de services commerciales et artisanales, et un peu plus de 25% pour les activités libérales. À ceci s'ajoutent des cotisations de formation comprises entre 0,1 et 0,3%. Et je vous en ai parlé, si votre chiffre d'affaires est égal à 0, vous n'avez pas de minimum de charges sociales à payer. C'est ce qui fait que la micro-entreprise est une excellente solution pour tester une activité. La création est ultra simple et rapide. Les formalités sont allégées et les cotisations sont proportionnelles au niveau de chiffre d'affaires. Donc, le risque financier est limité si l'activité démarre doucement. En revanche, les principales limites de la micro-entreprise sont l'impossibilité de déduire vos charges réelles, des plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser et une protection sociale correcte mais parfois insuffisante si c'est votre seule source de revenus. D'où l'intérêt de compléter cette protection sociale avec des contrats de prévoyance ou une mutuelle. En particulier si vous avez des personnes à charge, ces contrats sont facultatifs mais fortement conseillés. Prenons un exemple concret. Imaginez Julie, graphiste freelance. Elle vise 30 000 € de chiffre d'affaires la première année. Elle a très peu de frais fixes, un ordinateur déjà amorti et un abonnement logiciel. Pour elle,
La micro-entreprise est parfaite pour tester son activité sans se compliquer la vie. Elle facture ses clients, déclare son chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre à l'URSSAF. Elle paye ses cotisations en pourcentage de ce qu'elle encaisse et garde une gestion comptable très simple. Passons maintenant à la SARL, la société à responsabilité limitée. La SARL est une société avec un capital social divisé en parts et un ou plusieurs associés. Le point clé de la SARL, c'est le statut social du gérant. Si le gérant est majoritaire, il détient seul ou avec son conjoint ou partenaire ou ses enfants plus de 50% des parts sociales. Et dans ce cas, il est travailleur non salarié. On parle souvent de TNS, c'est l'acronyme du statut social du dirigeant. En tant que travailleur non salarié, le gérant sera affilié à la sécurité sociale des indépendants. Si le gérant de la SARL est minoritaire ou égalitaire, donc s'il détient moins ou 50% des parts sociales de la SARL, il est assimilé salarié. Mais dans ce podcast, on va se concentrer sur le cas le plus courant, le gérant majoritaire, travailleur non salarié. En tant que travailleur non salarié, les cotisations sociales représentent environ 40 à 45% du revenu perçu par le gérant. C'est significativement moins que pour un dirigeant assimilé salarié, où la charge globale peut monter à 75 ou 80% de la rémunération nette perçue. Concrètement, ça veut dire qu'à coût global identique pour l'entreprise, le gérant TNS peut souvent se verser un salaire net plus élevé que le président de SAS. C'est ce qui permet à la SARL de proposer une rémunération attractive pour son dirigeant, en particulier quand son objectif est de se payer régulièrement. En contrepartie, la protection sociale est un peu moins généreuse que celle du régime général, notamment au niveau de la retraite. Mais surtout, même en l'absence de rémunération, le gérant majoritaire doit verser des cotisations minimales pour continuer à bénéficier d'une protection sociale. C'est important. Contrairement à la micro-entreprise, en SARL, si je ne me verse aucun salaire, je dois payer un minimum de charges sociales à l'URSSAF. Alors côté fiscalité, la SARL est en principe soumise à l'impôt sur les sociétés, avec la possibilité, sous certaines conditions, d'opter temporairement pour l'impôt sur le revenu. Reprenons un exemple concret. Karim, artisan dans le bâtiment. Son statut nécessite du matériel, un véhicule, et il embauche un salarié après 2 ans. Son chiffre d'affaires dépasse largement les plafonds de la micro-entreprise. En basculant en SARL, avec un statut de gérant majoritaire TNS, travailleur non salarié, Karim peut déduire ses charges réelles, le véhicule, le matériel, les salaires, l'assurance. Il peut se verser une rémunération régulière et bénéficier d'un niveau de charges sociales globalement plus faible qu'en SAS, ce qui augmente son net, tout en renforçant sa protection avec des contrats de prévoyance et de retraite complémentaire adaptés. La SAS, c'est la 3e grande forme juridique. On parle de SAS pour Société par Action Simplifiée. C'est un statut très apprécié pour sa souplesse statutaire. En effet, il y a une grande liberté dans la rédaction des statuts, avec la possibilité de prévoir des clauses spécifiques entre associés. C'est une forme très utilisée dès qu'on envisage l'entrée d'investisseurs ou dès qu'on envisage une très forte croissance. Mais le point clé pour nous, c'est le statut social du président. Le président de SAS ou de SASU, quand il est seul associé, est un dirigeant assimilé salarié, affilié au régime général de la sécurité sociale pour sa protection sociale. Il ne cotise cependant pas à l'assurance chômage au titre de son mandat social, sauf à souscrire à un contrat volontaire spécifique. C'est un point très important. En termes de santé et de retraite, la protection est proche de celle d'un salarié, ce qui rassure beaucoup d'entrepreneurs, notamment ceux qui quittent un CDI. En contrepartie, le niveau de cotisation sociale est plus élevé. Elle représente entre 75 et 80% du salaire net du dirigeant. Autre point important à retenir, et souvent sous-estimé, si le président ne se verse pas de salaire, il ne paye pas de cotisation sociale au titre de son mandat et n'acquiert donc pas de nouveaux droits, notamment pour la retraite. A l'inverse, tant qu'il est rémunéré, il bénéficie d'une protection très proche de celle d'un salarié, hors droit au chômage. Et enfin, on va aborder un sujet qui revient constamment sur le terrain. Si je crée une SASU, est-ce que je peux continuer à toucher mon chômage ? En pratique, oui. Si le président de SASU ne se verse aucun salaire, il ne paye pas de cotisation sociale. Et il peut, sous condition, conserver ses allocations chômage, on parle d'ARE pour aide au retour à l'emploi, qu'il avait acquis avant la création de son entreprise. Et oui, le président peut rester inscrit comme demandeur d'emploi, se déclarer chaque mois à France Travail et notamment s'actualiser en déclarant une absence de salaire de la part de sa SASU.
Et dans ce cadre, France Travail va lui verser un acompte de 80% de son indemnité chômage, et après transmission d'une attestation de non-rémunération tous les mois, France Travail versera les 20% restants. En clair, une SASU avec un président non rémunéré peut permettre de tester son activité tout en continuant à percevoir son chômage. Et tant qu'aucun salaire n'est pris et que les règles de France Travail sont respectées, il n'y a aucun problème. Attention, les dividendes perçus pendant la période d'indemnisation peuvent dans certains cas avoir un impact sur les droits. En complément du salaire, la SASU peut également verser des dividendes à l'associé unique ou aux associés s'ils sont plusieurs. Et là, on touche un point qui fait souvent la réputation de la SASU ou de la SAS. Les dividendes ne supportent pas de cotisation sociale au sens URSSAF du terme. Ils sont imposés comme des revenus de capitaux mobiliers, en général via le prélèvement forfaitaire unique, appelé flat tax, qui s'élève à 31,4% en 2026. C'est ce qui rend la SASU attractive pour le versement de dividendes, surtout si on la compare à une SARL avec gérant majoritaire TNS, où la fraction des dividendes qui dépasse 10% du capital et des comptes courants d'associés est soumise aux cotisations sociales des indépendants. Bref, les dividendes en SARL, c'est bien souvent 45% de charges sociales à payer. Mais il y a un revers de la médaille. Les dividendes n'ouvrent aucun droit à la retraite, à la maladie et aux indemnités journalières. Et si le dirigeant se rémunère quasi exclusivement en dividendes, il peut se retrouver sans protection sociale. Dernier point, souvent méconnu mais très important, la taxe PUMA. L'idée générale est la suivante. Si vous résidez en France et que vous avez peu ou pas de revenus d'activité, mais que vous avez des revenus du capital importants, comme des dividendes de SASU, alors l'URSSAF peut vous réclamer des cotisations sociales sur ces dividendes. Le taux est d'environ 6,5% sur la partie de vos revenus du patrimoine qui dépasse 23 550 € en 2025. En clair, si vous ne vous versez quasiment pas de salaire et que vous vivez surtout de dividendes, vous risquez de voir arriver un an plus tard un avis de cotisation PUMA de la part de l'URSSAF. A l'inverse, vous n'êtes en principe pas concerné par cette taxe si vous percevez des revenus d'activité suffisants ou des revenus de remplacement comme des allocations chômage ou une pension de retraite, ou si votre conjoint ou conjointe a lui-même des revenus d'activité ou de remplacement suffisants et vous couvre à ce titre. C'est donc un point à systématiquement intégrer dans les stratégies de SASU à dividendes. Sur le papier, on a l'impression de ne payer que 30% de flat tax. Mais en réalité, la taxe PUMA peut rajouter une couche de cotisation si l'on ne structure pas correctement ses revenus. Reprenons un exemple concret. Claire qui crée une start-up dans le numérique avec l'objectif de lever des fonds. Elle veut une structure attractive pour des investisseurs. La SAS est souvent la forme retenue dans ce type de contexte, avec une grande flexibilité pour organiser l'entrée d'associés. Le statut d'assimilé salarié pour Claire, avec une couverture sociale de haut niveau, la possibilité d'ajuster sa rémunération et de jouer sur les dividendes, est très intéressante pour elle. On le voit, la SASU peut être un outil performant, notamment quand on le combine avec le maintien de l'indemnisation chômage, puis un versement de dividendes une fois la société rentable. Mais ce sont des mécaniques fines qui appellent à des simulations chiffrées. Alors maintenant qu'on a posé les bases, comment faire son choix dans la vraie vie ? Je vous propose une grille de lecture en 3 questions simples. Première question, est-ce que je peux d'abord tester mon activité avec peu de risques ? Si vous êtes dans une logique de test avec un chiffre d'affaires prévisionnel encore modeste et peu d'investissement lourd, alors la micro-entreprise est souvent une excellente porte d'entrée. Formalité simple, cotisation uniquement basée sur le chiffre d'affaires encaissé, et la gestion est allégée. Deuxième question, quel est mon objectif prioritaire ? Est-ce que c'est optimiser ma rémunération ou percevoir une indemnité chômage en parallèle de mon projet ? Si votre priorité est de vous verser des revenus réguliers, en acceptant une protection un peu moins généreuse mais tout à fait correcte, la SARL avec un gérant majoritaire TNS est souvent un très bon compromis. Alors que si votre priorité est de cumuler vos revenus en société avec une allocation de retour à l'emploi, la SASU peut s'avérer une excellente option car vous n'avez pas de minimum de charges sociales à payer. Troisième question, comment mon projet va-t-il évoluer ? Vous restez seul sur une activité de service ou artisanale, sans volonté d'accueillir des investisseurs. La micro-entreprise peut être un très bon point de départ, puis une SARL pour prendre le relais quand les plafonds sont atteints. Vous êtes plusieurs associés dès le départ avec une volonté de croissance rapide, des levées de fonds, une transmission de titres plus souple. La SAS est souvent plus adaptée grâce à sa flexibilité statutaire et à la logique d'action plutôt que de part sociale. L'idée clé, c'est qu'il n'existe pas de meilleur statut dans l'absolu. Il existe un statut adapté à un projet à un moment donné pour une personne donnée. On peut très bien commencer en micro-entreprise, basculer ensuite en SARL ou en SAS et faire évoluer sa structure au fil de la croissance. Pour conclure, le bon réflexe, c'est de croiser ces 3 éléments. Quels sont vos objectifs personnels, notamment en termes de rémunération et de protection de patrimoine ? Vos chiffres, c'est-à-dire
votre niveau de chiffre d'affaires et de charge, et la trajectoire de votre projet, d'une activité de test à une petite structure rentable ou une société en forte croissance. Et bien sûr, vous ne restez pas seul face à ce choix. Échangez avec un expert comptable, un conseiller spécialisé, votre assureur pour construire un ensemble cohérent. Statut juridique, protection sociale et couverture assurantielle. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette mise au point vous aidera à y voir plus clair entre la micro-entreprise, la SARL et la SAS et à faire un choix vraiment aligné avec votre projet et votre vie personnelle. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré à la création d'entreprise.